Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Après un épisode consacré à Faraway, primé As d'or du jeu initié, je vous propose d'en apprendre plus sur l'éditeur Catch Up Games. Il y a 10 ans cette année, Clément Milker et Sébastien Kim ont fondé ensemble leur maison d'édition à Lyon. De Sapiens, leur premier jeu, à Courtisan, la nouveauté de ce mois de mars, ils ont parcouru un beau chemin ludique avec une vingtaine de jeux au compteur. On peut notamment citer Q-Birds, The Loop, Orichalk, Paper Tales, Sobek 2 joueurs, Mind Up ou encore After Us. Au Festival des Jeux de Cannes, Seb et Clément ont pris le temps de répondre à mes questions. Qu'est-ce que tu voudrais me dire sur le début de Catch Up Game ? Comment c'est parti, Seb ? Clairement, c'est parti déjà de notre rencontre, puisqu'on s'est rencontrés, Clément et moi, vers 2013, je pense. 2011 ? Ok, 2011 alors. Et on a commencé à faire des prototypes ensemble, ou en tout cas à s'aider sur les prototypes, un peu dans l'esprit de ce que font les collectifs d'auteurs maintenant, qu'on trouve un peu partout. Et voilà, se dire on a bien accroché, on s'amusait bien et on s'aidait sur le travail. On s'est rencontrés sur Lyon, on s'est rencontrés au Ludopole, qui était une structure qui était montée à l'époque à Lyon, un gros projet ambitieux qui s'est un peu cassé la gueule rapidement et voilà. Oui, qui réunissait plusieurs acteurs du jeu, c'est ça Ouais, qui regroupait la ludothèque historique de Lyon, le centre de formation des ludothécaires, voilà. Une boutique. Ils ont quand même eu le temps d'organiser plusieurs nuits du jeu là-haut où ils proposaient à des auteurs de venir montrer leurs prototypes. Mm-hmm. Nous, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Vous aviez des envies de création de jeux en fait communes. C'est un peu le point de départ de notre investissement, je pense, dans le monde du jeu, c'est d'avoir eu envie de créer des jeux, de faire des jeux. En tant qu'auteur au départ, en fait, c'est ça. Hein. Vous aviez des idées de proto, l'un et l'autre et ensemble. Pas tant ensemble, non. On n'a même pas eu le temps de travailler vraiment ensemble sur des projets. C'était plus chacun avait ses projets. D'accord. Ça faisait un moment qu'on faisait et voilà. Et moi personnellement, ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie de changer de secteur d'activité, que j'avais vraiment envie de me rapprocher des choses qui m'intéressaient vraiment et donc du jeu. Mm-hmm. Sans savoir exactement comment, j'avais plusieurs projets en tête et Clément, je pense. Oui, j'avais un autre métier complètement différent, mais j'aimais bien en fait essayer des trucs, voir comment ça marche. Et comme j'étais aussi passionné de jeux en tout genre depuis longtemps, si on faisait une maison d'édition, ça permet de voir comment on fait et comment on édite un jeu. Toi, tu étais peut-être un peu moins motivé par l'idée d'en faire un métier, il me semble, au départ. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais moins cette pression. J'avais un métier complètement différent. Tu faisais quoi ? J'étais réalisateur vidéo, je faisais du montage vidéo, de la réal en direct pour une filiale du groupe M6. Et donc, du coup, moi, ça m'allait. C'est un métier que je voulais faire. Et donc, les premières années, je faisais ça plutôt le soir, les week-ends. J'étais nettement moins présent que Seb, qui lui était à plein temps là-dessus, quoi. D'accord. Oui, donc en fait, toi, tu as lâché ton boulot plus pour te lancer vraiment et toi, tu t'attendais un petit peu de voir comment ça prenait. Ouais, c'est ça. C'était okay. Selon comment ça se passait à mon travail, selon comment ça se passait chez Catch Up, parce qu'au début, il n'y avait pas possibilité de dégager déjà un salaire, donc j'allais pas en plus y aller dessus. Oui, il fallait pas prendre trop de risques au départ, forcément. Voilà, exactement. Et Seb, tu faisais quoi ? Moi, je travaillais dans le 1% logement, quelque chose de très différent. Un secteur dans lequel j'avais atterri un peu par hasard en arrivant sur Lyon. Ça fait partie des métiers que j'ai fait avant ça et qui m'ennuyaient un peu. Et moi, j'étais vraiment motivé à essayer de faire quelque chose plus passion, quitte à... Oui, trouver plus un but. Quitte à ce que ça fonctionne pas, quitte à voir après, à se débrouiller derrière. Mais voilà, j'avais à ce moment-là l'impression de ne pas avoir énormément à perdre par rapport à ma situation. D'accord. Alors, bien sûr, on va pas faire l'histoire de la vingtaine de jeux qui sont sortis chez Catch Up, hein. mais on peut peut-être parler au moins du premier, voilà, qui vous a mis le pied à l'étrier. Donc c'est Sapiens, et qui était aussi le premier jeu d'un auteur, Cyril Leroy. Sapiens, c'est un projet qui est assez fou rétrospectivement. Enfin, c'est une aventure humaine qui est assez folle rétrospectivement. Quand on a voulu monter ce projet, on s'est dit qu'il vaudrait mieux qu'on ne parte pas sur nos projets parce qu'on pensait, je pense, un peu de lucidité, qu'on n'avait pas à cet instant-là, en tout cas, ni l'un ni l'autre, des projets assez forts pour se dire ça, il faut absolument qu'on l'édite et c'est prêt à
à vivre et ça peut bien nous lancer. Et de se dire aussi que, avec un peu d'humilité, qu'éditeur c'est un autre métier et que si on veut se lancer là-dedans, c'est peut-être mieux de solliciter des gens qui seront peut-être meilleurs que nous pour créer les jeux. D'accord. Puis peut-être pas mélanger les deux aspects, peut-être aussi. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit et qu'on a eu l'impression qui se confirmait, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une analyse sur un jeu qu'on n'a pas porté dans tout son process de création, parce que qu'en général, quand on crée un jeu, je pense qu'on s'attache aussi à des process intellectuels, à des idées, à des choses qu'on trouve cool. Mais concrètement, des fois, ça ne marche pas. Ouais. Mais on n'a pas envie d'abandonner cette idée parce qu'elle est au cœur de notre process Oui, je comprends. Ouais. intellectuel de création. Ouais. Et avoir ce regard extérieur d'éditeur sur le développement, de se dire tiens, ça quand même, ça accroche, ça fonctionne pas comme on pense que ça devrait. Et c'est probablement beaucoup plus facile. En tout cas, pour nous, ça nous a semblé plus facile. Et donc, comment ça s'est fait, cette rencontre aussi avec Cyril Leroy? C'est aussi un peu dans les festivals ou avec le bureau des auteurs aussi? Non, on était proche de pas mal de personnes du milieu du jeu de Lyon. Et il se trouve que Julien Gaillet, qui était vendeur à la boutique Archichouette à l'époque, qui est une grosse boutique de Lyon, était aussi enseignant au FM2J, qui est le centre de formation au métier du jeu, qui était juste au Mont Ludopole dont on parlait. Et dans ce cadre-là, les élèves au FM2J, en fait, ils ont toujours un jeu d'études à faire ils font un jeu pour voir ce que c'est de se confronter à la création de jeux. Okay. Et lui, Julien, donc, qui donnait des cours, il avait vu cette année-là 2 jeux. Il savait que nous, on cherchait des jeux parce qu'on avait envie de se lancer. Un jour, il nous a dit, au FM2J, j'ai vu 2 jeux qui, moi, je trouve, ont du potentiel, sont sympas et vous devriez le regarder. Si ça vous dit, j'en parle aux élèves, quoi. Et on a passé une soirée à Archichouette avec ces 2 auteurs, avec Julien. Il nous a présenté, ils nous ont montré leurs jeux. Parmi ces 2-là, il y en a un qui s'appelait Dominofora à l'époque, qui était celui de Cyril Leroy, qui nous a bien accroché. En fait, on a bien accroché avec Cyril. On s'est dit, ça, pour le coup, ça pourrait être enfin le premier jeu qu'on cherche et qu'on cherchait depuis quelques temps. Hein. On avait vu avec d'autres gens, avec Emmanuel Baudouin, qui était l'auteur de Québec à l'époque, chez Scorpion, mais il y a très longtemps, qui nous avait aussi proposé des gens. Enfin, voilà, on avait vu plusieurs jeux d'autres personnes, et là, on s'était dit, celui-là, ça devrait le faire. C'était Philippe Baudouin. Putain, merci. C'était pas Emmanuel Baudouin, l'auteur de Québec, c'était Philippe Baudouin. J'espère qu'il m'en voudra pas, s'il nous écoute. Voilà, et avec Cyril, ça a bien passé. Assez rapidement, on lui a dit qu'on était hyper intéressés, on lui a parlé du projet. On n'y croyait pas du tout, parce qu'en plus, il avait une possibilité aussi de le signer chez Yellow, ce jeu, je crois. Yellow était aussi également intéressé. Et c'est vraiment le contact, comment ça s'est fait, qui est très bien passé. Nous, rapidement, on lui a fait un mail pour lui expliquer comment on voyait le projet, je crois. Je crois même que Seb, il l'avait rédigé genre la nuit, mais il ne l'avait pas envoyé tout de suite pour... mais plutôt le lendemain, mais plutôt le lendemain matin pour pas faire jeter Arcel. Cyril nous avait dit après coup qu'il avait beaucoup apprécié les retours qu'on avait fait sur l'autre jeu. Puisqu'on avait joué aux 2 jeux avec les 2 auteurs et qu'il était là. Et après coup, il nous a dit qu'il nous avait trouvé assez pertinent sur les retours qu'on avait fait à l'autre jeu. Ça lui avait parlé par rapport à ce que lui, il avait vécu quand il avait joué. Et du coup, il s'était dit, s'ils ont été pertinents sur ce jeu, leurs retours sont probablement pertinents sur le mien. Et voilà. Et puis Cyril, il fonctionne aussi beaucoup comme ça à l'humain. Hein. Ça doit rester vraiment un bon ami. Alors, on le voit moins souvent maintenant, mais aussi parce qu'il habite à côté de Lille. Donc, c'est vraiment pas chez nous. Mais on a toujours plaisir à le voir. Des fois, il fait l'anime de nos jeux. On a refait un autre jeu avec lui qui était Fertility. On a vu son fils hier, Vianney. Alors que Vianney, on l'a vu vraiment jeune parce que c'était il y a 10 ans. Et donc c'était marrant de voir Vianney maintenant qu'il a grandi, qui est venu tout seul à Cannes, quoi. Enfin voilà, on connaît la famille, quoi. D'accord. Voilà. On a eu de la chance en fait que ce premier jeu qui nous a mis le pied à l'étrier, qui au final, nous a fait connaître, nous avait permis de nous faire nos premières armes, ce soit vraiment une super rencontre avec Cyril, et c'est resté quelqu'un de proche. Rétrospectivement, il y avait 1% de chance qu'en ayant une opportunité chez un gros éditeur installé, il confie son jeu à 2 clampins qui viennent dire qu'ils veulent se lancer dans l'édition, et que c'est incroyable dans notre parcours, cette histoire qu'il ait un jeu avec un fort potentiel pour bien démarrer, notre vie d'éditeur, et qu'il accepte de nous le confier. C'est une étape incroyable, et hyper importante. Nous, dans notre parcours. C'était une confiance réciproque. Et ça le restera toujours. Une confiance réciproque, et puis ça vous a mis le pied à l'étrier. Vous avez grandi ensemble, en fait, avec ce jeu aussi. C'est quand même, pour avoir déjà interviewé plusieurs auteurs ou éditeurs, tous me disent la même chose. C'est d'abord un choix humain, souvent. Il y a un feeling. C'est pas juste parce que le jeu plaît. Comment vous sélectionnez justement vos prototypes que vous éditez ?
quand tu travailles sur un jeu, tu travailles avec un auteur et l'auteur il travaille avec un éditeur, tu travailles avec des humains et clairement c'est un truc qui au fil du temps a pris de plus en... Alors nous on a eu de la chance que ça se passe hyper bien sur le premier projet, ça s'est toujours globalement très bien passé, hein, mais après tu te rends compte que tu as des affinités avec des personnes, tu vois, c'est pas anodin si Johan Goupy, un des deux auteurs de Far Away, on a déjà fait Aurical, qu'on a un autre projet avec lui, il continue à nous montrer des choses, des fois tu apprécies naturellement de travailler avec des gens, c'est propre à tous les milieux et c'est sûr que ça compte. Bien sûr. Pour juste reparler aussi d'un premier jeu de quelqu'un, c'était aussi le premier jeu de Christine Alcouf, Paper Tales. Ça aussi, ça a été une belle rencontre. Ça lui a bien mis le pied à l'étrier aussi. Alors c'est peut-être pas le pied à l'étrier, mais nous ça a été un moment important aussi dans notre parcours, cette collaboration. Où effectivement, nous on a rencontré Christine dans un contexte extérieur. À nouveau, c'est le petit monde du jeu lyonnais où elle était bénévole à Moi je m'en fous, je triche. On s'est retrouvé à jouer à la version japonaise, anglicisée de Paper Tales, qui s'appelait Vorpals, et sur laquelle justement nous on avait accroché. On se posait la question maintenant éditorialement, qu'est-ce qu'on allait en faire si on le faisait. Et sur ce jeu, c'est vraiment une époque aussi où on évoluait petit à petit dans le secteur. Et typiquement, le budget d'illustration d'un jeu comme ça de cartes, avec beaucoup de cartes uniques et beaucoup de cartes à faire, ça nous paraissait un challenge incroyable, parce qu'on se disait qu'on pourrait jamais se permettre de prendre le risque de mettre une enveloppe d'illustration à ce stade-là de notre parcours qui soit énorme. Et donc on s'est dit il faut qu'on trouve un process d'illustration, un style, un parti pris d'illustration qui permette de produire des images dans un temps raisonnable pour un illustrateur, pour que lui ou elle n'ait pas à rogner trop sur son revenu en fait, sur le truc, et que pour nous ça reste une enveloppe acceptable. Et donc on a discuté de ces choses-là avec elle, et typiquement c'est elle qui a amené l'idée des vitraux. On a monté finalement un parti pris avec elle d'illustration sur ce jeu, qui je pense l'a impacté aussi elle beaucoup dans la suite de son travail. Mais bon, si ça se trouve elle aurait fait la même chose sur un autre projet avec quelqu'un d'autre. C'est pas pour dire que c'est que nous on a eu cet impact-là, mais ce projet, je pense, a été un déclencheur aussi, je pense, pour elle sur son approche de l'illustration. Et effectivement, et pour nous, ça a été un projet marquant pour ça, parce qu'il a été remarqué aussi pour son parti pris graphique, le jeu, et ça a été très chouette aussi de se dire, c'est un premier projet sur lequel on prend le risque quelque part de sortir un peu des codes d'illustration de Sapiens, Sol, Freak Shop. C'est des jeux, je pense, qui ont des chouettes illustrations, mais sur lesquels il y avait une audace un peu différente. On a recouru en tout cas à des types d'illustrations et à des illustrateurs qui étaient déjà dans le monde du jeu, ou en tout cas pour leur demander de faire quelque chose dans le style de ce qui était un peu devenu dominant déjà dans le monde du jeu en termes d'illustration, mais c'était un peu le début de l'époque des illustrations chiadées entre guillemets à la française. Enfin, ça faisait quelques années seulement qu'il y avait une espèce d'explosion du standard de qualité des illustrations dans le jeu de société. Ok. Je vais revenir plus maintenant à votre façon de travailler. Comment vous répartissez les rôles tous les deux ? Donc je crois que c'est plutôt chacun pour un projet. C'est ça. Il y a plein de tâches pénibles qu'on se partage, comme la compta, la gestion de prod, voilà, le truc chiant quoi. Ça, on se les partage un peu selon les affinités particulières qu'on pouvait avoir au début ou qui se sont dessinées. Et après, il y a toute la partie gestion de projet. Là, c'est vraiment depuis après Q-Birds, donc depuis 2018, je dirais, on s'est dit qu'on serait plus efficace si, quand on signait un projet, c'était un de nous deux qui était directement chef de projet. En fait, on n'a rien inventé, c'est juste qu'on a mis à peu près 3 ans à travailler comme le font toutes les maisons d'édition. Avant, on travaillait tous les deux un peu sur le projet. Alors, quand on faisait un peu de dev, il y en a un qui amenait un bout de dev, l'autre amenait aussi un autre bout de dev, mais ça correspondait jamais, donc c'était un peu du tir à la corde. D'accord. Quand on devait choisir des illustrations, on n'était jamais trop d'accord. Donc, c'était pareil, c'est toujours un peu du tir à la corde. Au bout d'un moment, on s'est dit, c'est un peu con de faire ça. Donc, quand on signe un jeu, il y en a un qui est chef de projet. Ça peut être pour plein de raisons différentes. C'est lui qui a plus le temps, c'est lui qui a plus d'affinité avec ce jeu, c'est lui qui a plus ceux qui le sont plus sur comment le développer ou comment l'éditer. Voilà, on se les répartit et à ce moment-là, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a le contact avec les auteurs, c'est lui qui choisit l'illustrateur ou l'illustratrice, qui a les contacts.
Et l'autre, il a plus, comme tu es comme très tête dans le guidon quand tu le fais, tu passes 2 ans sur un jeu, alors pas que sur un jeu, sur plusieurs jeux à la fois, mais tu passes 2 ans sur un jeu, tu es très tête dans le guidon. L'autre, il a plus un regard de recul. Il joue régulièrement aux évolutions du proto, et puis il dit là, attention, là, c'est super, ça, attention, je pense que vous vous trompez, ça vous fait de la merde. L'autre, il dit j'en ai rien à foutre, je le fais quand même. Voilà. Bon, il y en a un qui a du recul, et puis un qui prend quoi qu'il en soit les décisions. Il écoute ou pas celui qui a du recul, parce qu'il peut aussi considérer qu'il se trompe, parce que voilà. Ok. Et vous êtes toujours 2 ? On est 2,5, on va dire. On est toujours 2 permanents, en fait, depuis le début. Et puis, quand même, depuis 2 ans, je pense, je dirais maintenant, mais je ne sais jamais trop dans les dates, il y a Mathieu Bonin qui nous a rejoint à la com. Alors, il est freelance, parce qu'il travaille aussi pour d'autres personnes. Il est dans le même bureau que nous, en fait. On est dans un coworking avec plusieurs personnes du milieu du jeu, dont lui. Et donc, il est très présent, il est très intégré. En fait, on fait pas, voilà, il n'est pas salarié, mais il fait partie de Catch-Up, quoi. Et il doit travailler entre 10 et 15 heures par semaine pour nous, pour gérer tout ce qui est com, réseaux sociaux. La visibilité, tout ça. D'accord. Ouais. Ok. Et le lancement d'un jeu aussi. Ouais, carrément, il travaille beaucoup sur ça, les relations presse. Et maintenant, si tu veux être en relation avec Catch-Up, tu passes toujours par Mathieu. Il nous décharge. À la fois, il nous décharge de beaucoup de travail, et à la fois, il le fait terriblement mieux que ce que nous, on pouvait faire quand on le gérait à 2. Et donc l'aspect prod, c'est du coup, c'est vous. Quand vous menez un projet, c'est de A à Z sur le même projet. Ouais, c'est ce qu'on a fait au début. Là aussi, sur les derniers projets, pour la même raison qu'on a travaillé avec un directeur artistique sur Faraway, pour la même raison que Mathieu nous a rejoint à la com, à un moment, on a eu de la chance d'avoir un peu plus de réussite, donc un peu plus d'argent à investir. Et on s'est dit, tiens, on va travailler avec d'autres personnes. L'idée, c'était de travailler, c'est de nous concentrer sur l'édition et sur certaines tâches, de travailler avec des gens qui sont meilleurs que nous, à la fois pour que ça nous gagne du temps et en plus que ça soit mieux fait que ce que nous on fait. Et donc, depuis After Us, je pense, on s'est mis à travailler avec Synergie, donc Benoît Stella et Nicolas Aubry, qui ont géré les prods pour nous, donc sur After Us, sur Mind-Up, sur Faraway, sur Courtisan aussi jusqu'à présent. Ok. Mais on est quand même assez présent sur la prod, hein. On a l'habitude de faire de la prod parce qu'on l'a fait sur une quinzaine de jeux, on a de l'expérience sur ça. Et donc on le fait aussi en concertation avec eux, c'est quand même nous qui décidons. Enfin, on commence à avoir quand même pas mal d'expertise sur quels composants, que pourquoi, etc. Est-ce que justement vous avez aussi une réflexion sur tout ce qui est l'empreinte écologique de la production, etc. Est-ce que ça fait partie des choses que vous observez de plus en plus On mentirait si on disait qu'on était à la pointe de ce combat. C'est vraiment un sujet qui est compliqué. On n'est vraiment pas à la pointe, on a fait beaucoup produire de jeux en Chine. Là, il se trouve qu'on a refait produire des jeux en Europe. C'est le cas de Mind-Up et de Faraway, par exemple. Je pense qu'honnêtement, c'est pas une question d'écologie pour 2 raisons. C'est que, a priori, sur toutes les enquêtes qui ont été faites, ce qui pollue le plus, c'est le dernier kilomètre. Donc, en gros, c'est envoyer les jeux de l'entrepôt du distributeur à la boutique. Parce qu'en fait, faire revenir des jeux de Chine sur un énorme container, oui, ça pollue énormément, mais tu as énormément de bateaux dans le container, quoi. Enfin, tu as énormément de containers sur le bateau, c'est l'inverse. Le problème avec la Chine, c'est plutôt sur des questions éthiques, morales, plus que de l'écologie. Et puis, il y a aussi un truc, c'est, je vais être d'un cynisme froid, mais je pense que malheureusement, ça n'a pas d'impact, en fait. Ça n'a pas d'impact sur les ventes, en fait, et je trouve que c'est pas assez fort, malheureusement. C'est-à-dire que la problématique du prix, elle est bien plus forte que la problématique écologique quand on décide d'acheter un jeu. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Il y a des gens qui font ce choix-là de dire, moi, je n'achèterai que des jeux produits en France, que des jeux produits en Europe. Mais je pense que par rapport à la taille du marché, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas comme l'industrie textile où tu peux te dire j'ai le choix d'acheter un jean par exemple à 50 balles qui va être fait au Bangladesh dans des conditions qui sont déplorables, ou de le payer par exemple 200 € parce qu'il aurait été produit au Portugal. Je dis de grandeur au hasard, hein. Mais tu peux te dire je vais acheter un jean éthique ou un jean pas éthique. En fait, sur un jeu, tu peux pas dire ça. On peut pas dire Faraway c'est le mauvais exemple, mais on peut pas dire je vais acheter un After Us à 45 € en Chine ou acheter un After Us à 60-65 € en Europe. Personne n'achète. Enfin, peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui achèteront le After Us 65 €, mais ça n'a pas de sens en fait. Ce questionnement écologique, je pense que majoritairement, il n'est pas suffisamment fort dans la réflexion du consommateur en fait pour que ça change vraiment quelque chose. C'est triste, hein, mais je pense qu'on a ces problématiques là, quoi. Il y a toujours ce truc effectivement que les gens disent vouloir du Made in France, mais ce qu'on constate au niveau des boutiques, c'est que il y a une tension sur le prix de vente qui est devenue vraiment primordiale dans notre activité. C'est 2 domaines qui ne rentrent pas vraiment en résonance. Et du coup, les gens, si on leur demande, ils se disent oui, je suis prêt, bien sûr, je suis prêt à payer plus cher mes jeux pour qu'ils soient faits en France. Mais dans les faits, ça ne se traduit pas.
Oui, déjà, il y a énormément de concurrence. Et puis de deux, c'est pareil, la conjoncture actuelle fait que le portefeuille fait que on fait attention à ce qu'on achète en termes plutôt de prix qu'autre chose. C'est ça. Après, il y a des choix, hein. Il y a des choix éditoriaux, tu vois. Quand par exemple, tu décides de mettre du plastique ou plein de bois découpé avec des formes custom, tu vois, comme on l'a fait dans After Us, dans un jeu, tu peux pas le faire en Europe. À l'inverse, pareil, la courtisan va sortir quand on décide de mettre un tapis textile et du foil doré sur toutes les cartes, on peut pas le faire en Europe. Tu vois, donc ça, c'est quelque part, c'est des choix qui nous incombent en fait. Tu veux dire qu'il y a des entreprises qui ne le font pas sur notre territoire C'est que ça coûte trop cher. Ou ça coûte trop cher, ok. Mind Up, on l'a fait en Europe parce qu'on s'est dit, tiens, c'est important pour nous de le faire en Europe. Mais à nouveau, c'était pas pour des considérations écologiques. On s'est dit, ce jeu peut très bien marcher, il peut avoir une forte demande. Et donc, du coup, produire en Europe, ça raccourcit énormément les délais de réapprovisionnement. Concrètement, c'est l'ordre d'au moins 2 mois. Et sur la vie d'un jeu, et notamment au démarrage et à l'installation, ça peut être primordial. Donc, quand on a fait Mind Up, on s'est dit, OK, il faut absolument qu'il rentre dans les carcans de l'Europe. En fait, tu as beaucoup de contraintes, de spécifications en fait, à travailler en Europe. C'est plus simple d'avoir un certain format de carte, un certain angle de carte, d'avoir des bords blancs, souvent c'est moins cher. D'accord. Oui, on ne le sait pas forcément tout le temps. Et donc Mind Up, par exemple, il est comme ça pour cette raison, pour dire voilà. Et After Us, ou à Courtisan, on se dit on fait des choix éditoriaux qui font que quand on fait ces choix-là, on ne pourra pas faire produire en Europe parce que ça passera pas au niveau du tarif. Donc il y a une histoire de prix, il y a aussi une histoire de notre responsabilité puisque ce sont des choix éditoriaux qu'on fait. Et il y a des éditeurs, je pense à Blam, je pense aux jeux au plat, qui font d'autres choix éditoriaux en fait quand ils font leurs jeux et ils privilégient des jeux probablement avec surtout du papier et du carton parce que ça, c'est plus facile de les faire en Europe et même en France. Merci pour toutes ces explications. C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on mesure pas nous. C'est très difficile en vrai quand t'es pas dedans et même nous, on a mis du temps à comprendre toutes ces implications. Comment vous déterminez un nombre de tirages sur un jeu justement que vous allez éditer? Comment ça se détermine un premier tirage? Ça, c'est un peu... alors, on le fait toujours avec le distributeur, BlackRock. D'accord. C'est un mélange entre une croyance, entre la quantité nécessaire pour obtenir un prix correct. Et puis, il y a justement ces réflexions-là d'Europe. Quand tu essayes de faire Mind Up en Europe, tu te dis, tu peux pas tirer 3000 exemplaires, pas faire sur le premier tirage, ça passera pas. Donc ça, c'est des choses qui rentrent dans l'équation. C'est aussi à quelle période sort un jeu. Est-ce qu'il est produit en Chine ou est-ce qu'il est produit en Europe, tu vois, à la fois s'il est produit en Europe, il y a d'un côté tu as besoin d'un peu plus de volume, mais en même temps tu te dis si on tombe en rupture, la rupture sera moins longue, donc on prend moins de risques. Là tu vois, sur un truc comme Courtisan, on a tiré 5000 exemplaires en Chine, on se dit si le jeu part vite, ça va être problématique pour le jeu parce qu'il faudra vite le réapprovisionner, donc faut pas tarder à lancer la réappro, quoi. Et ça met combien de temps par rapport à la Chine? Les usines produisent à peu près dans le même temps, donc on va dire entre 2 et 3 mois selon le sens du vent. C'est souvent 2 mois. C'est souvent 2 mois et demi en fait, c'est souvent 10 semaines. Après, c'est surtout que tu as le transport. Et le transport, quand tu fais revenir des jeux de Pologne, tu en as pour 3 jours, parce que globalement, tu les mets dans un camion et ça revient. Quand tu fais revenir des jeux de Chine, si tout se passe bien, si la mer Rouge n'est pas bloquée, s'il n'y a pas un problème au canal de Suez, tu vois. Quand ça se passe bien, c'est pareil, tu en as pour 10 semaines, donc tu as 2 mois et demi. Donc tu as 2 mois et demi d'écart. Et ce qui, sur le destin d'un jeu, quand tu as déjà 2 mois de prod, ta rupture, elle passe de 2 à minimum 4 mois. Quoi. Ouais, d'accord. Ce qui n'est pas rien. Et donc le distributeur, il a son mot à dire sur le tirage, mais aussi sur le lancement d'un jeu ou sur le choix d'un jeu aussi, ça peut arriver? Ou est-ce que parfois vous proposez des protos, on a envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a une importance? Ça peut arriver, et c'était le sens de la relation, oui, de se dire les choses, de se dire s'il y a des craintes sur un projet, sur s'ils ne le sentent pas pour la partie commerciale derrière. Dans les faits, ça n'arrive pas trop qu'on refuse un projet parce qu'il y a toujours quelque part des enjeux derrière qui sont de plus long terme, qui font que ça n'arrive pas si souvent finalement qu'on se fasse refuser un projet. De toute façon, il y a une histoire quand même de bonne intelligence dans la relation nous, de notre part, d'être capable aussi de se remettre en question quand on présente en amont un projet, soit parce qu'il n'est pas signé, soit parce qu'il reste encore du développement dedans et qu'on va dans une certaine direction, de se dire si les gens nous envoient des signaux qui n'y croient pas et tout ça, pourquoi? Est-ce que c'est... Et c'est à nouveau, on n'est pas obligé d'être d'accord à l'arrivée et parfois on peut se dire non, on pense que quand même on a raison sur le truc et au final le distributeur prend plutôt le parti de se dire on leur fait confiance in fine et on va les suivre. Mais effectivement, on peut très bien se dire il faut retravailler le projet aussi. On peut très bien se
se remettre en question. Et c'est salutaire parfois d'avoir des retours un peu mitigés quand le jeu effectivement n'est pas aussi bon. Parce que de toute façon, ce qu'on a le plus à perdre à l'arrivée, c'est de sortir un jeu et qu'au bout de 2 semaines, on en vende plus que 10. Oui, bien sûr. Et voilà. Et en termes de date de lancement, par exemple, d'un jeu, ça aussi, c'est des choses qui se discutent par rapport au catalogue plus global de BlackRock ou pas forcément? Oui. Ça se discute un peu selon la période, c'est-à-dire que nous on vise un peu des jeux, c'est-à-dire qu'on essaye, quand on signe un jeu, on essaye d'évaluer le temps de travail dessus, ce qu'on peut viser comme date. T'as aussi un truc, sortir un jeu à 50 balles. Bon, alors maintenant tu le fais plus de sortir un jeu à 50 balles, mais sortir un jeu à 50 balles juste avant l'été, c'est risqué. Sortir un tout petit jeu pile pendant la folie des sorties de SN, c'est compliqué, donc t'as déjà des trucs un peu gros, un peu comme ça. Et puis après, quand nous, on fait des choix entre le temps de travail estimé, quel bon positionnement dans l'année. Ce laps de temps-là, qui peut être de 1 mois et demi, oui, on discute avec le distributeur parce qu'eux, ils savent ce qu'il va y avoir comme sortie. Ils nous disent attention à ce qu'on ne se concurrence pas entre les différents éditeurs, notamment s'il y a des jeux qui peuvent être proches, etc. Donc là encore, c'est une concertation. Ok. Je voulais revenir sur aussi le rachat par Hachette. Qu'est-ce que ça a ouvert comme perspective? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? La promesse, c'était, et c'est ce que c'est en train de changer, c'est que globalement, les tâches un peu emmerdantes dont je parlais tout à l'heure, on en fasse beaucoup moins. D'accord. L'intérêt pour Hachette, je pense que c'est le cas avec tous les studios, puisqu'on était déjà le 8e, je crois. La promesse, c'est de dire, vous êtes éditeur, vous savez éditer des jeux, donc plus on vous libérera de temps pour éditer des jeux, et mieux ce sera. Donc ça veut dire qu'on a des soutiens, par exemple, sur le juridique, qui était un truc qu'on savait pas trop faire, qu'on faisait un peu à l'arrache, qui nous prenait du temps. Là, il y a des gens qui nous aident au juridique, il y a des gens qui vont nous aider à la production, qui s'occupent d'ores et déjà de la logistique. Alors, on n'enlève pas tous les trucs chiants parce que la comptabilité, c'est logique que ce soit nous qui nous en occupions encore parce qu'on a besoin de savoir comment ça marche et c'est un sujet qui est important. Mais l'idée, c'est que tout le reste disparaisse un peu et que nous, on ait plus de temps à consacrer à l'édition. Vous vous recentrez plus sur le cœur de métier. C'est ça, exactement. Et les trucs qu'on a envie de faire et qui sont les raisons pour lesquelles on a monté une maison d'édition, en fait. Parce que quand tu montes une maison d'édition, ta passion, c'est pas de te dire « ça va être trop bien, on va faire un peu de juridique, on va faire de l'administratif. Oui. On va faire du marketing, ça va être trop cool. Non, tu te dis pas ça, tu te dis plutôt on va faire des jeux. Oui, bien sûr, ouais. Donc là, la promesse et ce qui se passe, c'est plutôt ça, c'est de se recentrer sur ces trucs-là. Ok. On peut parler des sorties à venir. Tu as évoqué plusieurs fois Courtisan. C'est ça, Courtisan, c'est le jeu qu'on présente là à Cannes, au FIGE, qui sera ou est déjà en boutique depuis le 15 mars, selon la diffusion de ce podcast. C'est un jeu familial, assez familial, on va dire 8+, de Romaric Gallonnier et Anthony Perron, qui est illustré par Noémie Chevalier. C'est un jeu de cartes assez taquin, très simple. On joue des cartes chez soi, chez l'adversaire pour le pourrir, et au milieu de la table, c'est un jeu de collection de cartes pour donner de la valeur à nos cartes. On aura ensuite un jeu de Joachim Tom illustré par Nayad, qui est un jeu de draft and write, on va dire, assez familial aussi, qui s'appellera Rivage. Draft and write, je connais pas Draft ça. and write, alors c'est un flip and write, sauf qu'en fait tu as une petite dynamique de draft, c'est-à-dire que les cartes que tu as devant toi te servent à naviguer à te promener sur ton île. Tu vas cocher des cases sur ton île grâce aux cartes qui sont devant toi. Et ces cartes, une fois que tu as coché une ligne, tu les passes à ton voisin de gauche, et donc du coup en fait tes choix vont aussi avoir un impact direct sur les choix que va pouvoir faire ton voisin. Et donc du coup tout le monde joue simultanément, donc c'est une petite mécanique de draft appliquée à du flip and write. Ok. Ça arrive mi-mai. Et on a un jeu au nom de code que je connais, mais je ne connais pas encore le nom du projet, qui arrive mi-septembre, mais je vais laisser parler Seb. Chef de projet, du coup. Chef de projet. Est-ce que ce ne serait pas avec des auteurs normands par hasard? En général, quand un jeu n'a pas de nom, c'est mon projet en général. Parce que toi, tu choisis en dernier le nom. C'est toujours un peu tardif, ouais. C'est un projet qu'on a sous le nom de Arcane initialement, qui nous a été présenté sous le nom de Arcane. Donc là, c'est un projet de Grégory Grard et Mathieu Roussel. Je les connais parce que c'est des auteurs normands. Tout à fait, et qui est en cours d'illustration par Stéphane Escapa. Ok, donc là, tu peux m'en dire un peu plus sur le type de jeu? Alors, le jeu, c'est un jeu de construction de tableau où on va construire un tableau d'exactement 9 cartes. Donc, on va jouer 9 tours et chaque tour va consister à prendre une carte dans son tableau. Et on va créer une grille de 3x3 à la fin. Chaque carte est un personnage qui vit soit dans la ville haute, vers le château, soit dans le village. C'est un thème un peu médiéval, léger, un peu humoristique. Ces personnages
on va pouvoir aller les recruter sous contrainte selon la présence d'un messager qui navigue entre la ville haute. Donc c'est une rivière de cartes, 3 cartes qui sont disponibles dans chacune des 2 villes. On va devoir gérer comment on va chercher les personnages dans l'une ou l'autre ville. Et il va falloir aussi gérer son or pour pouvoir payer ses personnages. Donc il y a ces contraintes-là. Et à chaque fois qu'on va prendre un personnage, il va nous déclencher un effet au moment où on va l'intégrer à notre tableau. Et puis en fin de partie, il a un scoring qui est très variable. En fait, tout le jeu, c'est un jeu très combo qui repose sur l'unicité des cartes. Toutes les cartes sont uniques dans le jeu. Okay. Et elles ont donc plein de manières de scorer, d'interagir les unes avec les autres. Et c'est vraiment la force du projet, selon moi. C'est le fait de proposer un jeu de construction de tableau qui est assez simple, qui est assez condensé à l'os. Qu'on pourrait rentrer vite fait dans la catégorie d'un Faraway sur les caractéristiques de temps de jeu et de sensations, mais qui a une certaine richesse, une certaine rejouabilité du fait qu'on peut créer des combos assez différents selon d'une partie à l'autre. Et donc là, sur un festival comme le Festival international des jeux de Cannes, vous profitez justement de vous rencontrer et de retravailler sur des projets en direct ? C'est difficile de le faire en profondeur. On a des rendez-vous comme ça. On est dans une période où on était déjà avec Grégory et Mathieu, par exemple, on est en contact quasi permanent en dehors du festival, même si c'est à distance. Vous n'avez pas forcément besoin de vous voir pour avancer sur le projet, c'est ça que tu veux dire ? C'est sûr qu'idéalement, ce serait chouette de se rencontrer plus souvent et d'être en physique pour partager des parties et tout ça. Mais bon, la réalité fait qu'on travaille beaucoup à distance. Vous avez combien de projets d'avance ? Parce qu'il y a déjà des choses de signer pour les années à venir, ou vous êtes aussi en recherche, là, à nouveau en sourcing ? Les deux. Les deux ? J'étais un peu long. Les deux, on a pas mal de projets d'avance et on recherche toujours des trucs en sourcing. En fait, là, la plupart de nos rendez-vous à Cannes sont des rendez-vous où on rencontre des auteurs qui nous présentent des prototypes parce qu'on cherche toujours de nouveaux jeux. Il faut quand même voir qu'on considère qu'il faut au moins 2 ans 2 ans c'est bien pour développer un jeu entre le moment où on le signe et au moment où il sort. Donc là, tu vois, on cherche des jeux pour 2026. D'accord. Et en fait, on a déjà des jeux pour 2025. Là, on t'a parlé des jeux de 2024, mais on a encore, on a 4 autres projets pour 2025. Alors, on se dit c'est pour 2025, et puis selon le temps de développement, peut-être qu'il y en a qui passeront en 2026, ce genre de choses. Mais en gros, vous travaillez tous les deux sur 2 projets à peu près par an ou... Ouais, ça dépend vraiment des moments de rush. Là, c'est pas tout à fait ça. Parce que Seb, il était en rush justement sur Arcane, tout ça, et il s'occupe du projet d'après. Je crois que là, Seb, il a 3 projets et moi, je vais en avoir 4. D'accord. Donc, c'est assez équilibré au final. Je vous propose qu'on termine par un petit jeu de portrait chinois. Voilà, donc vous allez répondre chacun, l'un après l'autre. Alors, du coup, Seb, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ? Wow, sans ça, préparation, Clément, comme ça. Ça laisse Clément réfléchir. Mais après, on fera la deuxième question, Clément premier. C'est de la combo. Le combo ? Ouais, de la combo. Je ne sais pas si c'est vraiment une mécanique de jeu, mais je vais tricher un peu parce que c'est vraiment difficile. Ok. Alors Clément, il a eu le temps de réfléchir. Ouais, j'hésitais à dire combo et je me disais, mais combo, c'est vraiment trop large, quoi. Moi, je pense je sais pas si elle a un nom, mais j'aime bien cette mécanique qu'on retrouve dans Race for the Galaxy et Puerto Rico, qui consiste à choisir des actions. Je choisis une action, tout le monde l'a fait, mais moi je la fais avec un bonus. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, ça dicte aussi quelles actions vont vraiment être faites à chaque tour, parce que si les joueurs ne choisissent pas de faire une action, eh bien personne ne la fera. Voilà. Ok. Garde le micro. Si tu étais un mode de jeu, ce serait plutôt un mode, c'est-à-dire par exemple coopératif, compétitif, solo, semi-coop. Sans nul doute possible, compétitif. De plus en plus, moi je serais coop, alors, pour dire autre chose. Okay. Mais, pour équilibrer. Mais parce que j'apprécie de plus en plus ça. Ok. Si vous étiez l'un et l'autre un illustrateur de jeux de société. Alors, il faut déjà citer aucun avec lequel on travaille parce que... C'est marrant, tout le monde a peur à chaque fois de se fâcher quand je pose cette question. Allez, je vais dire Kwanchai Moria. Je sais pas si je suis le plus grand fan de tout ce qu'il fait, mais je trouve qu'il y a une diversité dans les couves, une créativité souvent dans les propositions de couves sur lesquelles il travaille qui est assez intéressante.
Moi, je vais dire Nayad, avec qui j'ai travaillé là très récemment sur Rivage, parce qu'il me facilite en fait mon choix. Moi, j'ai beaucoup du mal à me projeter sur un autre style, sur un illustrateur. Et je trouve que Nayad, il a quand même des traits qui sont très variés d'un jeu à l'autre. Alors, on arrive à reconnaître son trait, mais il peut faire des choses qui sont très différentes et je trouve ça assez étonnant. Ce qui ne veut pas dire que les autres illustrateurs et illustratrices avec qui on a travaillé n'étaient pas étonnants. Hein. C'est juste que je me dis, voilà, pour moi, c'est pratique en plus parce que ça me permet de me projeter dans plein de styles différents quand je vois son travail. Ok. Bah écoutez, je vous propose de me dire qui vous pourriez me proposer pour une future interview sur mon podcast. Alors j'avais posé la même question à Grégory Grard et il m'avait proposé de vous rencontrer. Je crois que Spiral Édition aussi m'avait dit de vous rencontrer. Donc voilà, qui vous pourriez me proposer. Forcément un éditeur ou non, n'importe Pas qui forcément, du monde du jeu. Ouais. Auteur, illustrateur, éditeur, distributeur, pourquoi pas. Un métier aussi, enfin quelqu'un qui est métier plus de l'ombre, voilà. Pour avoir fait la radio des jeux avec Christine, je pense qu'elle a des choses. Christine Alcouf, elle a des choses très intéressantes à dire. Enfin, elle a une façon d'intellectualiser le travail d'illustration et de présenter les contraintes et les réalités du travail d'illustration pour le jeu de société qui est assez intéressant. Ok. Alors Christine, effectivement, je l'avais rencontrée, mais juste sur la partie Les Toits de Paris, quand on avait discuté juste sur ce jeu-là, mais effectivement avec son compère. Mais au contraire, ça serait bien de refaire tout son parcours, ouais. Moi, je dirais Thibaut Quintins, je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé, qui était avant le responsable de l'export chez BlackRock, qui maintenant est revenu à Acting Game, qui était la maison d'édition qu'il avait aussi, mais il ne fait pas que ça. Son parcours il l'avait déjà expliqué dans la radio des jeux, mais il est multi-expérience en fait, et donc du coup c'est extrêmement enrichissant de discuter avec lui. Ok, merci pour vos propositions. Je vous propose qu'on termine le podcast comme on le fait à chaque fois. Je vais dire une phrase, alors au jeu de catch-up, tu joues ou quoi ? Et le tu joues ou quoi, on va le faire ensemble. Alors, au jeu de catch-up games, tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur Courtisan, je vous invite à aller voir la vidéo de David qui vient de sortir sur la chaîne YouTube. Si vous aimez nos contenus, pensez à nous poster des commentaires et à nous soutenir avec un super merci. Dans le prochain épisode, je serai avec Martin Montreuil, l'un des Québécois les plus célèbres du monde ludique. Nous parlerons de ses multiples casquettes, de youtubeur, podcasteur et bien sûr de directeur général de Randolph. Alors, si vous êtes curieux, restez bien à l'écoute.